Bienvenue dans Un dodo à la fois, le podcast qui raconte le sommeil des enfants. Dans Un dodo à la fois, j'interviewe des parents afin qu'ils nous racontent leur histoire avec le sommeil de leur enfant. J'échange aussi avec des professionnels qui, à travers leur spécialité, nous livrent d'autres pistes de réflexion sur ce qui peut impacter le sommeil des petits. Je m'appelle Mégane, maman de Mathieu. Je suis accompagnante postnatale spécialisée en sommeil des tout-petits, un domaine qui me passionne depuis la naissance de mon fils. Je suis aussi esthéticienne au naturel et j'ai créé un institut spécialement dédié aux mamans à Montauroux, dans le Var. Mon objectif, faire du bien aux mamans et donner confiance aux jeunes parents. J'espère que ces témoignages vous feront réaliser que vous n'êtes pas seul à vous inquiéter du dodo de votre enfant et qu'ils vous inspireront dans votre quotidien de parent. Pour rappel, ce podcast a pour vocation de vous inspirer. Libre à vous d'adhérer ou non à la vision des parents que vous écouterez. Je vous invite avant tout à rester connecté à votre instinct. N'hésitez pas à partager les épisodes que vous préférez autour de vous et à laisser un avis pour me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je suis avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour Mégane. C'est le tout premier épisode qu'on enregistre, donc je te cache pas que je suis un peu stressée. Et moi, je suis très fière. J'ai cru que tu allais dire, et moi je suis très stressée. Non, t'as pas l'air stressée du tout, c'est cool. Moi, je suis contente d'être avec toi. Ouais, c'est super. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui du sommeil de Maë, puisque tu es la maman de Maë. Oh, c'est fou cette phrase. Tu t'y habitues pas encore ? Non. Quel âge elle a Maë ? Maë, elle a 7 mois et demi. 7 mois et demi. Ouais. La question que je vais poser, je pense, après ça va évoluer, à toutes les personnes que je vais interviewer sur ce podcast, c'est qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu penses au sommeil de ton enfant ? Mon mec dit toujours que quand t'as un bébé, en gros, on te le livre avec un mode d'emploi, genre dans une langue que tu connais pas, javanais. Et quand ça y est, tu maîtrises le javanais, les gars te disent « Hé, mise à jour bulgare !» Rien ne change. Et tu ressens un mode d'emploi en bulgare, tu réapprends le bulgare et « Hé, si on faisait en cotonais maintenant ?» Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Chaque nouvelle étape de ton bébé, c'est un nouveau mode d'emploi dans une langue que t'as jamais vue de ta vie. Et soit tu le prends avec philosophie, en te marrant un peu de ça, du coup ça me fait beaucoup rire quand mon mec dit ça, soit tu le prends en mode putain, Tu subis. ça va être l'enfer, et en fait, oui, c'est ça, tu subis, et du coup, ça devient infernal. Donc oui, c'est un raz-de-marée, mais tu vois, il était quand même doux, ça va, j'ai réussi à m'abriter un peu. Combien il y en a eu du coup de changements de langage en 7 mois et demi ? Bah, je crois que, enfin, pour moi, je pense que t'en as à chaque pic de croissance, et puis après, t'as le gros de 4 mois. Moi, il y a une grosse cassure du sommeil à 4 mois. Moi, il faut savoir que j'étais le genre de meuf à dire à mes copines en bougeant un peu mes cheveux, en leur disant « Ah non, mais moi, Maë, elle se réveille une fois par nuit, c'est trop incroyable. Elle dort trop bien. » Et j'avais d'autres copines mamans qui me disaient « Tu sais, le dis pas trop fort. » Je disais « Non, mais bien sûr que si. Les bébés, c'est génial. » Moi, j'ai eu un accouchement de rêve en plus, donc c'était vraiment la continuité de ça, un mec hyper présent. Donc vraiment, c'était « Ah non, mais ça va. » Et à 4 mois... Elle a fait sa première nuit, on s'est dit « Oh non, c'est juste, elle a peut-être mal aux dents, ça va passer. » Non, ça fait 3 mois et demi que je me fais rouler dessus. D'accord. Alors, t'es passée de quoi à quoi exactement ? C'était quoi les conditions de ce cocon parfait avant 4 mois ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se concrétisait à 4 mois du coup ? Le début, c'est... nous, on est beaucoup dans « Ok, problème-solution. » Ok. Mon mec est ingénieur. Lui, Ok. il y a un problème, il y a une solution, il résout le truc. Ok. J'ai des problèmes d'allaitement, il m'a trouvé un tire-lait, il faisait les nuits, enfin bref. Il est très dans le... Et du coup, c'est vrai que ce mood-là est facile. On a un problème, boum boum, on met en place des choses. On a des super gens qui nous accompagnent. On a toi, par exemple, Mégane. J'ai ma sage-femme aussi qui est toujours présente. Donc, il y avait quelque chose de très... ok, action, réaction, mise en place à nouveau, boum boum. En fait, on retrouve un rythme très rapidement avec une vraie dynamique de toujours mieux. Et puis... Moi, je te dis, à 4 mois, il y a eu cette nuit complètement chaotique où elle s'est réveillée toutes les 2 heures. Ok. Et là, on s'est dit, waouh, c'est dur. Et en fait, depuis 3 mois et demi, c'est waouh, c'est dur. Et en même temps, je sais pas si c'est le syndrome de Stockholm qui fait ça, mais il y a un truc de non, mais en vrai, ça va. Elle se réveille toutes les 2 heures, mais elle pleure pas. Juste, elle tète, tu vois. Ouais. Donc, du coup, toi, tu dors beaucoup moins bien. Je fais des siestes. Tu fais des siestes. d'1 heure et demie à 2 heures par nuit.
Et puis, je me réveille 20 minutes, puisque elle tète, elle se rendort en tétant. Super pouvoir des bébés. Et toi, non. Et moi, non. Moi, j'ai peur de l'étouffer. Ok. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai une poitrine un peu volumineuse, mais moi, depuis que Maë est née, je ne dors jamais quand elle tète. Ok. Parce que j'ai peur de l'étouffer. D'accord. T'as peur de bouger, de t'endormir et de bouger, de changer de position pendant ton sommeil et du coup, d'aller sur elle? Non, je tiens toujours mon sein quand elle tète. Ok. En fait, vraiment, j'ai une poitrine... Enfin, j'ai quand même une poitrine volumineuse et du coup, je tiens toujours mon sein parce qu'il est lourd. Ouais. Quand même qu'elle soit éveillée ou endormie. Ok. Mais si je lâche mon sein, donc en m'endormant, je pourrais éventuellement lâcher cette pression. En fait, normal. Le mamelon viendrait complètement écraser son visage. Ok. Voilà. Oui, donc forcément, c'est le fait de lâcher le sein qui fait que tu changes la position dans laquelle elle est endormie, enfin ta position, parce que du coup, t'as plus le maintien. D'accord. Donc, tu t'attends qu'elle ait fini de téter pour la décrocher et pour espérer te rendormir. Elle se décroche toute seule. Elle se décroche toute seule. Ah non, mais elle tète, elle fait ce qu'elle a à faire. Donc ça dure entre 10 et... entre 5 et 15 minutes. Ok. Et ensuite, elle se décroche toute seule, elle se tourne et elle se rendort. Donc c'est facile sur le papier. Enfin, je sais qu'il y en a, c'est bien plus chaotique, et c'est pas un concours. Mais ce truc de... Tu te réveilles, tu restes éveillé. Et puis des fois, en fait, tu te rendors pas. À 4h du matin, t'as moins de mélatonine. Bien sûr. Il te faut 1h30 pour te rendormir. Ouais. Puis alors, les gens qui te disent « Dors quand ton bébé dort ». En fait, t'as tellement de cortisol d'avoir chassé le lion toute la nuit mais pas du tout. Moi, ce matin, à 8h du mat, quand Enzo la prend dès qu'elle se lève jusqu'à ce que je me réveille, donc vers 8h. Mais après, je me rendors pas de la journée, quoi. Ouais. Pas de sieste pendant la journée. Quand t'étais jeune maman non plus? Quand t'étais vraiment 4e trimestre, les premiers trimestres, les premières semaines, postpartum? Ah si, je dormais. Ouais, là tu dormais. Ouais. Parce que peut-être plus de fatigue Et puis elle dormait. En fait, quand elle commençait une sieste, tu sais, c'était... Enfin, les bébés, ils dorment des fois 2 heures, 2h30 d'affilée. Enfin, ils passent plus de temps endormis que réveillés. Là, tu sais pas. Tu sais qu'elle va dormir. Allez, et au moins un cycle. Une petite sieste, 30 minutes. Mais des fois, elle dort 2 heures. Ouais. Et en fait, c'est ce fait de pas savoir. Tu sais pas. Et la nuit, c'est déjà... Tu te fais déjà réveiller en panique. Et du coup, le jour, je pense que je m'évite un peu aussi ça. Donc, je dors vraiment la journée quand Enzo la garde. D'accord. Quand tu sais qu'en fait, tu vas pouvoir dormir sans qu'elle se réveille? Que je vais pouvoir, en tout cas, m'assoupir et que si jamais elle venait à se réveiller, quelqu'un prendra le relais pour moi. Ok. Voilà. Quand tu sais que tu as vraiment du temps libre pour ta sieste, du temps pour toi. Du coup, lâcher le temps que le stress s'en aille, en fait. Ouais. Parce que t'as pas la vigilance de te dire il faut que je m'en occupe si elle se réveille. Exactement. Ok. Du coup, la nuit, c'est toi qui t'en occupes tout le temps? Au début... Comment vous êtes organisés? Au début, Enzo faisait toutes les nuits. Donc, moi, je tirais mon lait. On se réveillait ensemble. Elle se réveillait, comme je disais, maximum 2 fois par nuit. Donc, c'était facile. On se réveillait ensemble. Je ne touchais pas Maë. C'est Enzo qui prenait Maë. Il lui donnait le biberon que j'avais tiré juste avant. Il faisait chauffer. Il la berçait. Moi, je tirais mon lait 10 minutes chaque sein et je retournais me coucher. Maë, je ne la revoyais que le matin. Pourquoi vous avez choisi de faire ça? Parce qu'au début... Je pense que j'ai vraiment eu un gros coup de... Pas de dépression. Ça a duré, tu sais, cette chute d'hormones. Quand tu rentres à la maison, nous, on a passé 48 heures à l'hôpital et puis le 3e jour, tu rentres chez toi. Et moi, je me suis mise à pleurer avec une tristesse que je n'avais jamais connue auparavant. Et action, réaction, genre, ok, bouge pas, toi, tu vas dormir, moi, je vais gérer Maë. Et en fait... On a commencé comme ça, et en fait, c'était un peu nos rendez-vous nocturnes. Plutôt que je me lève toute seule, Enzo, il avait entendu au club des papas que l'allaitement, c'était 70% de réussite si le père s'impliquait. Et lui, il s'est dit, ok, ça, ce chiffre, il me parle, moi, je vais m'impliquer de ouf. Okay. Et du coup, en fait, il faisait les nuits. Et moi, ça me permettait de pas faire... J'étais très angoissée dès que la nuit tombait. Et du coup, je restais très angoissée la nuit. Et je voulais pas que Maëlle le ressente. Et Enzo, lui, était très détente. Moi, au début, j'étais l'assistante d'Enzo, c'est lui qui la changeait. Moi, je regardais juste. Il a pris le lead. Ouais, et en fait, ça m'a permis, moi, de me rendormir très sereinement. Des fois, il mettait 1 heure à la rendormir. Tu sais, tu berces, tu poses ton bébé dans son lit de cododo, il se réveille. Et d'ailleurs, c'est lui qui dormait à côté d'elle. Ce qui fait qu'en fait, je n'avais pas... Tu sais, il y a beaucoup de mamans, moi, je l'ai eu, ce truc de vérifier que ton bébé respire. Donc moi, je me réveillais toutes les 10 minutes pour vérifier que Maë respire bien. Donc je ne dormais pas du tout dès qu'elle bougeait, dès qu'elle faisait un bruit.
Et le fait qu'Enzo soit à côté d'elle, c'est lui qui était en charge. Et moi, je dormais de mon côté, en fait, je dormais bien. Donc, je me réveillais à 1h du matin, 1h, 1h20. Je tirais mon lait. Je retournais me coucher à 1h40. Ou 1h, les 20 minutes. J'ai du mal à calculer en ce moment. Et je dormais jusque 5-6 heures du matin. Ok. Voilà. Ouais. Et lui avait pas cette hyper-vigilance-là d'être à l'affût du moindre bruit de Maë quand elle dormait pendant la nuit? Peut-être qu'il l'avait, mais il n'a pas sa chute d'hormones. Ouais. Hormonalement, Bien sûr. ça n'impacte pas, c'est-à-dire qu'il dormait avec sa main sur elle quand elle se réveillait. Donc, si, sûrement il l'avait, mais de façon moins violente psychologiquement. Tout est décuplé forcément postpartum. Ouais. Avec le recul, tu comprends ce que tu ressentais à ce moment-là? Quand tu disais cette grande tristesse Il y a surtout, je ne sais pas si je la comprends, en tout cas, je la dédramatise complètement. Ok, c'est les hormones en fait, il va rien se passer. Enfin, si, il peut se passer des choses horribles, bien évidemment. C'est pas ça que je dis. Mais en temps normal, dans la majorité des cas, il se passe rien. Ouais. Ce que tu vis intérieurement, c'est, oui, la fatigue, mais c'est surtout ta chute d'hormones. Ouais. C'est un peu comme si, j'ai jamais pris de drogue, mais j'imagine, c'est un peu comme quand tu fais un bad trip, quand tu prends une substance illicite, en fait. Ouais. T'es pas bien. Et puis, le jour où tu sors de ça, tu te dis juste, mais en fait, je me suis C'était juste des ça. trucs. Ouais. C'était juste chimique, en fait. Exactement. Les hormones, c'est ça. Hein. Ouais. C'est fou. Hein. Ouais. Et on n'est pas toutes égales face à aux montagnes russes d'après. Ouais, je pense qu'en plus, quand t'es sensible, moi, je l'appréhendais beaucoup. Je suis très sensible et j'appréhendais beaucoup ça. Et je me suis beaucoup documentée dessus. Parce que je voulais pas rester les bras ballants. Et en fait, quand t'es au fond du trou, en fait, t'es complètement les bras ballants. Faut que quelqu'un prenne le lead. Enfin, moi, fallait que quelqu'un prenne le lead pour moi, quoi. Mais que tu puisses récupérer. Ouais, Enzo, ma sage-femme, ils ont vraiment... Et ce qui fait qu'en fait, je pense que j'ai aujourd'hui ce truc un peu très... c'est OK. Elle se réveille la nuit toutes les 2 heures. Ouais, c'est fatigant, mais c'est OK. J'ai retrouvé ma philosophie très go with the flow de d'habitude. Ok. Voilà. T'as l'air de le vivre sereinement, en tout cas. Ouais, j'atteins mes limites, là. Et donc, action, solution, le jeudi soir, donc la veille, puisque Enzo est à 80%, donc le jeudi soir et le samedi soir, c'est Enzo qui prendra la tétée de minuit. Donc, j'ai tiré mon lait et du coup, ça me permettra de dormir de 22h jusqu'à 2h du matin sans interruption. On va revenir du coup sur la chronologie parce que du coup, vous avez fonctionné comme ça, en Enzo full nuit, tirage de lait, jusqu'au bouleversement des 4 mois de Maë ou jusqu'au week-end du 1er mai. Jusqu'au week-end du 1er mai. Je le sais parce qu'on était de baptême. Voilà, tu veux rire, on était de baptême. Et en fait, notre petit arrangement de je tire mon lait, il réchauffe, il gère Maë, fonctionnait quand on était dans notre cocon familial à la maison. Et là, on s'est retrouvés chez son frère. On était beaucoup, puisque beaucoup dormaient chez eux, donc dans une grande maison. Et des amis à eux, avec aussi des enfants. Et j'étais pas à l'aise avec l'idée de faire du bruit, de gêner éventuellement des gens qui avaient aussi un sommeil qui était potentiellement fragile. Et donc j'ai dit à Enzo, tu sais quoi, je vais faire full tété. Il faut savoir aussi qu'au début, pourquoi Enzo faisait aussi toutes les nuits, c'est que Maë ne tétait pas assez au sein. Genre je devais tirer mon lait et pour la caler, il fallait lui filer un biberon de mon lait. Genre elle pouvait téter 2h30 dans le plus grand des calmes, quoi. Elle était trop bien. Et moi, j'avais mal. Au début, moi, j'avais vraiment mal, ouais. Et donc, en fait, je lui donnais un peu à téter pour stimuler ça. Et ensuite, je lui donnais un biberon de lait maternel, parce que quand je tirais, moi, je remplissais des biberons entiers, donc je lui filais le biberon. Du coup, Enzo, je pouvais partir genre des 3-4 heures d'affilée, boire des cafés avec des copines, c'est mon mec qui gérait. Il bosse de la maison. Donc, en fait, au début, c'était full liberté. J'allais au sport, c'était la grande vie, moi, mais jusqu'au 1er mai, c'était la grande vie. Et t'avais pas de tété du tout? Tu faisais que du tirage ou tu faisais un peu tété quand même? Je faisais un peu tété, mais c'était plus la tété doudou. D'accord. Tété réconfort, tété câlin. Puisqu'elle n'était jamais calée. D'accord. Il fallait toujours, même des fois elle pouvait téter. J'ai passé tout un déjeuner avec ma mère et ma marraine. Elle a tété tout le déjeuner. Elle s'est encore enfilée 120 millilitres de lait. D'accord. Voilà. C'est pour donner un exemple. Et donc, ce 1er mai, j'ai dit à Enzo, écoute, là, maintenant, l'allaitement, c'est hyper calé. La journée, elle ne faisait que me téter. Elle prenait plus de biberon. J'ai dit, écoute, on va faire les nuits. Elle se réveille qu'une fois.
Écoute, tu veux rire? Elle a dormi de 22h à 5h du matin. Elle a fait sa première nuit, presque sa seule, le jour où j'ai décidé de l'allaiter. D'accord. C'est-à-dire de pas tirer machin. Donc autant te dire, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis dit, ça y est, elle est morte. Voilà. Mais c'est pas réveillé, mais c'est toujours pas réveillé. C'est ça, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Et à partir de ce week-end-là, en fait, je suis passée en full, je n'ai plus jamais tiré mon lait. Oui, parce que tu t'es dit au final, bon, un réveil ou zéro réveil, bon bah voilà. Ça change rien. On va plus s'embêter à se réveiller exprès la nuit pour tirer, etc. Exactement. D'accord. Puis il y avait une logistique, nettoyer ton tire-lait, machin. Ok. Donc premier mail, avec quel âge? Elle avait 3 mois. Ok, Ouais, 3 mois, 3-4 mois. d'accord. Voilà. Juste avant la dégringolade. Juste avant. Ouais, voilà. Ok, Donc, et à partir de là, voilà, ça a été full tété. ok, Donc, full je gère. d'accord. Et ça s'est fait progressivement, cette dégringolade? T'as commencé à avoir réveil, puis 2, puis 3, ou alors d'un coup... Ah non, je te dis, c'est D'accord. une nuit. Ouais. Une nuit, c'est quand on est rentré de Corse. Donc en Corse, ça a été. Franchement, en Corse, elle a tété 1-2 fois à la nuit. C'était hyper pratique. Enzo la prenait. Donc, faut savoir que voilà, le deal, c'était j'allaite et Enzo gère tout ce qu'il y a autour. Ok. Donc, il prenait Maë. Elle dormait dans son lit. Il la mettait au sein. Je lui donnais à téter. Et dès qu'elle avait fini, je tapais sur l'épaule d'Enzo. Il reprenait Maë. Il la berçait si besoin et il la recouchait. D'accord. Et puis, on est rentré et ça a été vraiment une nuit de cassure. Et c'est plus jamais revenu. Est-ce que vous avez repéré quelque chose qui s'était passé à ce moment-là? Est-ce que un peu plus fatigué ou quelque chose qui la gêne en plus ou Moi, je l'associe au fait, tu sais, de cette maturation de cycle de sommeil, du passage en fait du cycle bébé au cycle d'adulte. J'avais Ouais. lu beaucoup de choses là-dessus. Bien sûr. Et puis on avait quand même eu 4 mois de love croisière, comme je m'amuse à l'appeler, mais je me suis dit, en fait, c'est normal, les bébés se réveillent, c'est tout à fait normal, c'est très... oui, c'est très physiologique, puis c'est très moderne, capitaliste finalement, de vouloir que les bébés dorment pour la productivité. Mais physiologiquement, c'est normal qu'un bébé se réveille. Et en fait, ça m'a pas semblé anormal. Oui. Donc, j'ai pas fait de recherche sur, OK, qu'est-ce qui crée ce réveil? Ouais. Après, il faut savoir que nous, à partir de ce moment-là, donc de ce week-end de mai qui est notre premier week-end, ou peut-être le deuxième, on bouge beaucoup. On a beaucoup voyagé. Mais c'est constant. C'est toujours toutes les 2 heures. Ouais. Voilà. Elle fait 2 cycles et... Parce que grosso modo, c'est 70 minutes, donc un cycle en moyenne. Donc en fait, elle doit faire 2 cycles, se rendormir au bout d'un cycle, et puis en fait, à bout de 2 cycles, elle se réveille. Ouais. Et c'est constant. Vraiment. Il y a des nuits où des fois, elle arrive à dormir 3 heures d'affilée. Mais sinon, c'est toutes les 2 heures, comme une horloge. Ouais, donc il faut savoir que ce qui se passe aux alentours des 3-4 mois, après ça dépend, bon, certains bébés c'est un peu plus tôt, d'autres c'est un peu plus tard. Les bébés, avant 2 mois en tout cas, ils sont dans des cycles de bébé, donc sommeil agité et sommeil calme. Et après, c'est ça qui se transforme, c'est ce que tu disais, et c'est bien parce que du coup, tu y étais préparé. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent complètement déboussolés parce que le sommeil de leur bébé fonctionne généralement assez bien au début, à partir du moment où on remplit en fait les besoins de base et où on essaye de reproduire un peu les conditions in utero, la chaleur, les bercements, etc. Et après, il y a cette fameuse cassure où ça se bouscule. Et du coup, le sommeil agité devient le sommeil paradoxal, le fameux sommeil des rêves chez les adultes. Le sommeil calme devient le sommeil lent. Donc le sommeil lent léger et le sommeil lent profond. Et après, plus tard, si on considère que chaque type de sommeil est un wagon, après, les wagons, ils s'inversent. Ça se bouscule. Voilà. Donc ça, c'est sympa aussi. Super. Mais donc, voilà, il y a cette fameuse structure de sommeil qui change. Et ce qui change aussi beaucoup, qui déboussole certains parents pour l'endormissement, c'est la phase d'endormissement qui vraiment apparaît. Où du coup, parfois, on a des difficultés à faire en sorte à apaiser l'enfant pour qu'il s'endorme. Parce qu'en fait, à partir de 3 mois, généralement, l'enfant, il apprend à se laisser aller vers le sommeil. Là où c'était un peu plus instantané, bon, tous les besoins sont là, j'ai déchargé mes émotions, c'est bon, je m'endors. Là, il y a cette fameuse phase d'endormissement qui fait que du coup, l'endormissement peut être un peu plus long et du coup, le rendormissement peut être un petit peu plus long aussi. Donc, ce qui se passe là, effectivement, c'est qu'elle se réveille de façon physiologique, comme tous les enfants et comme tous les adultes. Entre chaque cycle, il y a des cycles où elle se rendort et des cycles où elle se rendort pas et elle cherche tété pour se rendormir parce que c'est son moyen très efficace pour se rendormir.
Et c'est normal et physiologique et c'est un problème pour personne si ça convient à tout le monde. Bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a 2 choses. Enfin, moi, comme je dis, pourquoi je dis que c'est facile et finalement je le vis bien, c'est parce que nous, on a une app qu'on utilise qui traque son sommeil. En tout cas, c'est avec de l'IA et ça te permet, tu vois, de savoir quand est-ce qu'elle doit faire sa sieste, à peu près quand est-ce qu'elle se réveille. Ça m'évite d'oublier les siestes, vu que, ouais, moi, je fais plein de trucs, je les trimballe partout, Maë, et ben, c'est vrai qu'en fait, tu loupes vite, en fait, les Les signes de c'est fatigue. ça, les petits moments où elle te montre qu'elle est KO. Là, Ouais. l'avantage, c'est que tu as un petit rappel une demi-heure avant. Ouais. En général, quand il te dit que c'est l'heure de la coucher, elle tombe de sommeil. Ok. Donc, en fait, moi, l'endormissement n'est pas du tout un problème. Ok. Je lui donne un tété, c'est toujours pareil, je donne un tété, je la berce, boum, elle s'endort. Ok. Ça me prend, c'est la tétée le plus long, 10 minutes, 10-15 minutes. Ouais. Et après, je la berce. 1 minute 30 et elle s'endort. D'accord. Idem pour le coucher. Hyper D'accord. facile. Ouais. Les 2 choses qui m'ont été les plus dures, finalement, c'est quand on change de lit. Nous, on voyage pas mal. Quand on change de lit, là, elle se réveille en pleurant. Donc D'accord. ça, c'est inhabituel pour Ok. nous. Ouais. Et ça, c'est plus dur, mais finalement, elle se rendort plutôt facilement. Et la deuxième chose la plus dure, c'est les gens. Alors, il dort ce bébé? Et parce que moi, j'ai une copine, sa fille, elle a 4 mois, elle dort déjà toute la nuit. Elle fait 19h, 7h du matin. Et c'est ça le plus dur. Parce qu'en fait, ça te laisse penser que, 1, tu fais un truc de mal, et 2, que ton bébé, il est pas normal. Ouais. Alors que c'est hyper physio de se réveiller. Ouais. Et du coup, en fait, comme j'étais hyper blindée d'infos, et malgré ça, en fait, j'allais te dire ça glisse sur moi, et ben non, en fait, c'est ça qui est le Ça plus glisse dur. jamais complètement. Ouais. Ah là là. Il y a une partie de toi qui l'entend. Ouais. T'es obligé, de toute façon, même si tu l'entends et que ça t'atteint pas, t'es obligé de faire un effort conscient pour que ça t'atteigne pas, en fait. Déjà. Et puis, en fait, c'est très insidieux parce que quand t'es déjà fatigué, et on va pas se mentir, se faire réveiller toutes les 2 heures, ça te fatigue. Hein. Je suis fatiguée, même si c'est pas traumatique, c'est quand même fatigant. Il y a un moment, en fait, ça devient insidieux parce que t'en veux à ton bébé de se réveiller. Pas parce que lui a fait quelque chose de pas normal. Non, c'est très physiologique. Mais pourquoi toi, tu te réveilles alors que l'autre, il dort bien, c'est ça? Non, alors, j'en veux parfois à Exo, mais ça, en fait, je le verbalise souvent et lui est toujours, OK, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça soit encore moins difficile pour toi? Et on a trouvé cette solution, je te dis qu'on va mettre en place dès la semaine prochaine. Ça vaudra peut-être l'occasion d'en reparler. Mais non, en fait, parce que ces gens t'ont dit que il y a d'autres bébés qui dorment. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est t'en veux à ton bébé de pas dormir parce qu'il y a d'autres bébés qui dorment pas bien, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est pas OK, tu vois. C'est pas OK parce que lui, 1, il y est pour rien, et 2, en fait, ça te rend... T'as une forme d'aigreur qui se crée et qui devrait même pas être là. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait. Ouais. C'est très difficile d'en vouloir à ton bébé de se réveiller ou de pas se rendormir. Et pourtant, c'est facile. C'est un sentiment... Ah bah oui, complètement. C'est très difficile dans le sens, c'est très difficile à vivre et c'est très facile de le penser. Et en plus, se rajoute souvent la culpabilité par-dessus de lui en vouloir. Alors qu'effectivement, comme tu le dis, il y est pour rien. Voilà. Mais toi, t'es fatiguée. Et puis, dès que t'as des éléments de comparaison, c'est trop facile, en fait, de se dire, mais pourquoi toi tu te réveilles? Pourquoi toi tu te rendors pas? Pourquoi toi tu mets 3 plombs à t'endormir? Chaque parent a sa difficulté, mais... Exactement. Et ces gens qui, finalement, soit ont des enfants très grands, donc ils sont grands-parents, donc voilà, soit... En vrai, c'est jamais des gens qui vivent la parentalité au même stade que toi. Oui. Ou avec la même sensibilité, ou avec les mêmes... parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Ouais, mais je te dis vraiment, c'est des gens qui sont loin de ça, ou qui se rappellent plus, ou qui veulent plus se rappeler. Et ils te sortent des trucs, des dingueries comme ça, et tu leur en veux. Tu sais que tu leur en veux. Et pourtant, tu sais qu'en fait, c'est juste pour parler. En vrai, le sommeil du bébé, c'est une façon de faire la conversation. Moi, c'est Enzo qui me l'a dit. Et depuis que je le mets vraiment en lumière et que je me mets dans ce mécanisme, je comprends que c'est un peu comme si les gens disaient « Ah, t'as acheté un nouveau débardeur ?» C'est vraiment... Alors, bébé, il dort. Mais même les gens que tu connais pas dans la rue, le premier truc qu'ils demandent, c'est « Il est sage? Il dort ?» Enfin, moi, c'est une fille, donc forcément, il faut qu'elle soit sage. Ouais. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais c'est fou. C'est fou à quel point, en fait, le sommeil de bébé n'est pas censé être continu, physiologiquement, et à quel point ça émeut les foules qui ne vivent pas tes nuits, le fait que ton bébé ne dorme pas. Qu'est-ce que tu fais pour arriver à te protéger de ça? Je réponds oui, maintenant. Il dort, oui. Gens, à tous les gens que je ne connais pas, que je ne reverrai jamais, je ne cherche plus à convaincre.
C'est comme au début où j'étais végétalienne. Je ne cherche plus à convaincre les gens que je connais pas. Je n'en ai rien à taper. Choisis tes combats. Exactement. Tes débats. Donc je réponds oui. C'est comme quand la pédiatre m'a dit faut qu'elle mange de la viande. Tu réponds oui. Et en fait, tu t'économises de l'énergie, de la colère. Je ne suis pas en état de gérer ce genre d'émotions. Et aux gens que je connais, je leur rappelle juste que c'est normal, que ton bébé se réveille, et 2, que tous les bébés sont différents. Et je prends souvent le modèle de l'adulte. Je vais te prendre un exemple. Mon beau-père dort très mal. Il se réveille la nuit. Et en fait, quand ma belle-mère me dit « Ah, elle dort pas », ou quand il me dit « Ah là là, Maï, elle dort pas », je dis « Mais toi, tu dors pas. Pourquoi tu voudrais qu'elle dorme, elle ?» Ah, mais oui, c'est vrai. En fait, le fait de le remettre en lumière avec leur propre sommeil. C'est ça. En fait, tout de suite, les gens te disent « Ah bah oui, c'est vrai. » Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ma mère, elle dort pas. J'ai dit « Mais toi non plus, tu dors pas, continue. Tu te lèves la nuit pisser, tu te lèves la nuit parce que t'es angoissée. » Ma mère se levait des fois la nuit angoissée. Je dis « Pourquoi toi oui et elle non ?» Et là, en général, c'est « Ah ouais. » Et la question revient rarement. Et du coup, t'as déjà ta réponse toute faite quand ça revient. Voilà. C'est ma petite astuce. Et même réponse pour les endormissements. Enfin, clairement, il y a beaucoup d'adultes qui mettent 3 plombs à s'endormir et qui ont besoin de conditions très très particulières, soit la présence de l'autre, soit un podcast, par exemple. Voilà. Soit, une musique, la couette d'une certaine façon. Exactement. J'ai une amie qui a besoin d'être couverte avec des trucs très lourds sur elle. Comme les couvertures lestées, là. Exactement. Ouais. Elle adore ça, mais été comme hiver, donc je me moque beaucoup d'elle, si tu écoutes ce podcast, voilà. mais en fait, c'est toujours intéressant de tendre le miroir à l'autre. Ouais. Et en fait, du coup, toi, ça t'évite de créer quoi que ce soit comme émotion. Et l'autre, en fait, très naturellement, il se rend compte que c'est complètement dans un prisme très fermé ce qu'il dit. Ouais. Et qui est faux. Ouais. Un bébé, s'il se réveille, c'est normal. On peut le dire encore une fois. Un bébé, s'il se réveille, c'est normal. Ouais, voilà. Un bébé, un enfant, un adulte, tout le monde, tout être humain qui se réveille, c'est normal. Voilà. Et encore, on n'a pas lui en chasser. C'est vrai. Mais lui, il le sait pas, le bébé. Exactement. Lui, il est quand même dans cet état d'hypervigilance là aussi, parce qu'en fait, il se rend pas compte que son environnement, il est sûr. Bien sûr. Donc, il l'apprend petit à petit, qu'en fait... Et puis, la moindre chose qui change, une odeur, une nouvelle lessive, un t-shirt que vous avez pas changé... Tout peut prêter à un réveil en panique. Moi, Maë, on dort dans un autre lit. Je lui ai pas expliqué que c'était un autre lit. Elle se réveille, elle pleure. Ouais. Où je suis. Voilà. Là, on est rentré hier dans notre lit à nous. Je lui ai pas dit, on est rentré à la maison. Elle n'a pas reconnu chez nous, c'est pas possible. Enfin, elle est trop petite. Mais elle ne s'est pas réveillée en pleurs cette nuit. Ouais. Si, elle a reconnu. Elle a reconnu les odeurs. Exactement. En fait, elle récupère. En fait, mais il suffit que ça ait changé parce que vous ayez lavé vos draps. Et en fait, tout part à volo. Complètement. Alors, tu disais, du coup, pas de difficulté pour l'endormissement. Tétée, bercée, du coup, tu la poses endormie ? Ouais. Ouais, ok. J'avais lu depuis tout le début cette espèce de routine du sommeil. Il faut faire une routine, toujours la même. Ok. Et là, je me suis dit, si je me lance dans un truc farfelu, c'est le meilleur moyen pour que personne ne soit capable d'endormir mon bébé à part moi. Plus c'est complexe et plus c'est difficile, c'est sûr. Moi, je suis plutôt une nana très simple. Et donc, en fait, c'est toujours pareil. On change Maë, on la met en pyjama, je lui donne la tétée. X temps. Elle s'endort en tétant. Tant mieux. Elle s'endort pas en tétant, on berce. Chacun sa chanson. Moi, c'est une chanson douce. Attention, j'ai coupé au cutter Henri Salvador, puisque genre, il y a 2 phrases. C'est une chanson douce que me chantait ma maman, car ta peau est douce comme la mousse des bois. Pasta. En boucle. Toujours un ton monocorde. En général, 1 minute, 32 minutes. Boum. Enzo, lui, c'est Oh Bella Ciao, parce qu'il est très révolutionnaire. Du coup, il lui chante Oh Bella Ciao, et ça marche hyper bien. Ou la chanson The Hobbit, parce que c'est très grave comme son. Et ça marche du feu de Dieu aussi. Il l'a choisi exprès pour les tonalités graves ? Ouais, je pense, parce que le début, c'est... Et bon, ça fait une espèce de home au début. Exactement. Et quand elle était toute petite, quand j'ai accouché, c'est Enzo qui faisait les allers-retours dans les couloirs. Et il chantait ça. Ouais. Et toutes les mamans étaient fans. Voilà. Parce qu'il était torse nu. Oh là là, le spectacle. Voilà. Ouais, avec un tout petit bébé dans les bras en plus. Ouais. Ah ouais. Torse nu pour le pot à pot. Ouais. Et du coup, ça l'a saoulée, cette chanson. Et non, maintenant, c'est Oh Bella Ciao.
Tu m'étonnes, au bout d'un moment. Voilà. Et toi, une chanson douce, ça va? Écoute, j'ai gardé ça. Et en Ouais. fait, cette espèce de routine de sommeil, Ouais, c'est tellement mécanique, enfin tellement j'ai pas besoin d'y habituel que réfléchir. ouais. Ouais. Et elle, en fait, ça lui convient. Mmh. Donc pour l'instant, je change rien. J'ai arrêté les bruits blancs aussi. Mmh. Avant, je mettais des bruits blancs. Voilà. Le bruit des scooters sur la voie rapide. Super. Oui, parce qu'on habite à Nice, du coup, et forcément, quand on dort les vitres ouvertes, voilà, Exactement. nous avons le bruit des scooters. Est-ce que tu as déjà essayé de la poser, pas endormie? Justement, c'est la prochaine étape. C'est ça la fameuse, le fameux test de la semaine prochaine que tu disais tout à l'heure? Non, le test de la semaine prochaine, c'est, tu sais, je tire mon lait et Enzo donne le biberon de minuit. D'accord, OK. Voilà. Et OK. du coup, c'est lui qui va me OK. permettre de dormir plus longtemps. Alors, je voulais tester cette espèce d'endormissement autonome dont tout le monde parle. Plus par c'est funky. Par curiosité, du Ouais, coup. que par réel intérêt. Sachant que nous, les endormissements sont vraiment faciles. J'ai aucun intérêt à aller me tirer une balle dans le pied, à me dire si je la regarde s'endormir, qu'elle se touche 4 fois l'oreille, qu'elle se chatouille les cheveux. Franchement, j'ai pas vraiment d'intérêt, pour peu que ça lui crée du stress, sachant que moi, en fait, elle est quasiment endormie quand elle a fini de téter. Ouais, Elle est hyper détendue. ouais. J'ai plus qu'à bercer un peu, elle s'endort. OK. Ce serait un peu me tirer une balle dans le pied que de dire bon, je la laisse, je lui secoue un peu la Ouais. hanche ou je lui chante une chanson et j'attends de voir ce qui se passe. Ouais. Parce que c'est le risque OK. qu'elle se remette en mouvement et du coup que ça soit fucked up tout ce que j'ai, enfin l'allaitement, et que du coup je sois obligée de la bercer ensuite pendant X minutes. OK. Mais l'autre fois, tu vois, je la mets au sein, on parlait avec Enzo. Alors pas doucement, on parlait moins fort que dans un ton normal, mais on parlait, on avait une conversation. Et au son de notre voix, elle s'est endormie. Au sein? Non, Elle elle avait sein. lâché le sein. Dans les bras, mais Exact. au sein. C'est avec le Enzo, sein. j'allais la prendre dans mes bras, et Enzo OK. me dit attends, regarde. Et en effet, elle s'est endormie toute seule. OK. Donc, je pense qu'on pourrait mettre ça en place, mais je lisais l'autre fois qu'en fait, le sommeil, ça ne s'éduque pas. Non. Et j'ai trouvé cette phrase hyper... Enfin, en tout cas, elle a vraiment été percutante pour moi. En fait, du moment où tu peux pas le dompter, tu peux l'aider, tu peux l'accompagner, mais tu peux pas le dompter, tu peux pas le forcer. Et on le sait tous, combien de nuits d'insomnie on a fait, Bien combien sûr. de fois on s'est réveillé à 4 du mat parce que on avait prévu un truc et qu'on avait mal organisé. Enfin bref, on l'a tous vécu. Quand tu veux pas dormir, quand tu peux pas dormir, tu dors pas. Basta. En fait, ça te déculpabilise de plein de choses. Tu peux essayer si ça te fait kiffer de faire le sommeil, l'endormissement autonome. Vas-y, si t'as l'énergie, si t'as envie, si ta routine elle est pas bonne, genre vas-y fonce, fais un truc funky pour toi. Genre secoue-lui la hanche, caresse les cheveux, fais des papouilles sur les sourcils, enfin trouve ton truc, mais kiffe. Je pense que quand t'es dans le un nouveau défi, ça va être funky, mais en fait ton énergie elle est dans ce truc-là. Si tu te dis il faut qu'elle s'endorme absolument toute seule, machin, en fait tu te mets dans une énergie de stress, et je pense que ton bébé il le sent, et je pense que c'est le meilleur moyen de te retrouver dans un truc hyper frustrant. Ouais. Voilà. Bah, je pense qu'il y a un peu 2 chemins qui poussent les parents vers l'endormissement autonome. C'est soit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans la situation actuelle du sommeil de tout le monde, de toute la famille, alors que de l'enfant, mais des parents aussi. On se dit là, c'est plus possible, il y en a un de nous ou tout le monde qui dort pas assez bien et du coup, il faut changer quelque chose. Donc peut-être ça. Soit c'est parce qu'on l'a entendu qu'il faut qu'ils s'endorment tout seuls et que du coup, on essaye. Donc effectivement, si on le fait parce qu'on a entendu qu'il fallait que l'enfant il s'endorme tout seul, c'est pas une bonne raison et en plus, on va y aller, on risque d'y aller un petit peu au forcing. Mais là où c'est compliqué, c'est quand en fait la situation convient pas. Là où toi, par exemple, si t'étais beaucoup trop fatiguée, que c'était intenable la nuit de te réveiller toutes les 2 heures, que t'arrivais vraiment pas à te rendormir, tu t'es dit, est-ce que on teste cette piste-là ou pas? Et là où tu dis, il faut le vivre en mode funky, c'est possible quand t'as des ressources. Ouais. Mais souvent, il y a des choses que tu mets en place que t'es déjà au moment où t'es déjà à bout, et c'est là que ça devient difficile. Exactement. Et je pense que c'est ça, en fait.
c'est ça qu'il faut garder en ligne de mire. Et je dis pas que j'en suis capable, hein, c'est facile à dire et c'est difficile à mettre en place. C'est mettre des choses en place avant d'être à bout. Ouais. Je trouve que quand t'es à bout, c'est facile de prendre de mauvaises décisions. Et c'est facile, du coup, de faire des choses qui sont délétères pour ta relation avec ton bébé. Là, les personnes les plus importantes de ma vie, c'est Enzo et Maë. Et en fait, c'est ce que je me dis toujours, je veux rien faire consciemment qui pourrait leur faire du mal ou faire du mal à notre relation. Et en fait, tu te rends compte que quand t'es fatigué, quand t'es en colère, quand t'es triste, etc., il t'arrive de faire des choses qui mettent à mal ces relations-là. Et du coup, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que je n'arrive plus à ça? À cette situation-là. C'est ça, en fait, à ce in-extrémiste où tu fais, pardon, je vais être vulgaire, mais de la merde, en fait. Et en effet, quand je te dis oui, c'est funky, faut le prendre funky, mais en fait, faut le prendre funky quand tu sens déjà que ça te pèse un peu. Genre, allez, viens, on fait un truc, ça va être funky. Quitte à même intégrer des gens à ça, à l'endormissement autonome. Genre, je sais pas, ta mère, ton père, bref, quelqu'un de sympa et de bienveillant que t'as sous la patte. Ouais, parce que l'avantage, c'est que la bébé n'a pas besoin de bercer. Il est pas contre toi, je trouve. Il est le fait qu'il soit seul, enfin qu'il soit autonome, qu'il tente quelque chose en autonomie, ça te permet aussi toi d'aller dans le salon, de boire un café, de souffler, de déléguer à quelqu'un. Ça, c'est le gros avantage, je trouve, de ces méthodes. Après, il y en a des violentes, hein, mais il y en a dans les méthodes toutes faites, t'en as plein, mais en fait, t'en as même une infinité, puisque chaque parent peut trouver une façon d'accompagner. Alors, l'endormissement autonome, techniquement, un enfant s'endort en autonomie tout le temps. C'est l'enfant qui s'endort lui-même. Ça, c'est comme accoucher ou digérer, ou voilà, c'est le corps qui s'endort. Mais c'est l'accompagner pour s'endormir. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un enfant qui s'endort de façon autonome? Comment tu le visualises? Parce qu'en fait, il y a plein de définitions aussi possibles. Exactement. C'est marrant, j'allais te dire, tiens, qu'est-ce qu'on entend déjà par contre? Moi, je l'entends comme un espèce de... C'est ça, d'accompagnement. C'est-à-dire, tu donnes les tips, un peu comme quand tu fais une psychothérapie. Finalement, c'est pas le mec qui résout, la nana qui résout les problèmes pour toi. Il te donne juste des clés pour résoudre tes problèmes. Eh ben, c'est un peu le même principe. Une chambre avec une bonne température. Ta routine du sommeil effectuée, sauf le bercement. Finalement, tu donnes à manger, tu changes ton bébé, tu fais l'histoire. Si tu lis une histoire, moi, j'en lis pas, mais si toi, t'en lis une, faire ton histoire, faire le câlin du doudou. Bref, tu fais ta routine. Et pour moi, le kick du bercement, parce que moi, c'est mon kick final, c'est celui où j'interviens. En fait, enlever l'intervention bercement, puisque c'est ma bascule à moi, et la remplacer par quelque chose qui permet à bébé ensuite de pouvoir prendre le relais. Au début, je pose ma main, ou je chante la chanson. Puis j'enlève la main au bout de X temps. Puis j'arrête de chanter ou je chante moins longtemps. En fait, petit à petit, tu réduis l'aide pour qu'à la fin, sans aide, ton bébé soit capable de se laisser aller. C'est comme ça que je le visualise. Voilà. Et du coup, finalement, après, dans la nuit, n'ayant plus besoin d'aide, il arrive à lui-même à trouver en fait, ce qui l'apaise. Se gratter l'oreille, se toucher les pieds, et j'en passais des meilleurs. Se retourner, t'en as qui se mettent dans des positions assez improbables. Ouais, moi, je me rends compte maintenant, elle se retourne sur le ventre, bras coincés sous elle, et elle se rendort comme ça. Elle doit se sentir un peu contenue, lovée. C'est ça, de ce que j'observe. Donc, elle arrive parce que, tu vois, avant les siestes, là, je me serais déjà levée pour une sieste, ça fait donc 1h15 qu'elle dort. Pour une sieste d'1h15, je me serais déjà levée le moins 3 fois. Pour donner à téter, pour... Tu te serais levée 3 fois? Ouais, je serais allée au moins 2 ou 3 fois lui donner à téter pour qu'elle puisse se rendormir pendant sa sieste. D'accord. C'est plus du tout le cas. Donc, c'est qu'elle l'a trouvé, c'est-à-dire que seule, elle a trouvé les mécanismes et j'ai rien fait. C'est-à-dire que pour le coup, pour la sieste, je n'ai pas du tout cherché à intervenir. Et tu vois, ça fait donc 1h, 13 minutes et 52 secondes très précisément qu'elle dort. Et... On va parler rapidement des siestes du coup. Comment ça s'est passé les siestes depuis la naissance? Parce que parfois, le sommeil de nuit se passe d'une certaine façon et le sommeil de jour, pas toujours pareil. En écharpe. Contre Enzo. Torse nu. Elle est née en janvier, ça aide. Hein. Si ton bébé est né en août, c'est pas le même délire. Elle est née fin janvier. Et en fait, Enzo, donc travail de la maison, c'est ce que je disais.
Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faciles. Hein. Qui aident. Voilà, qui aident. Faut pas les négliger, bien évidemment. Enzo la mettait en écharpe le matin, après la tétée du matin, ou le biberon de lait maternel. Et elle dormait levée contre lui. Sachant que Enzo parle toute la journée avec des gens en anglais. Elle était bercée par sa voix monocorde, avec un très bel accent anglais. Non, mais tu sais, quand t'es en vidéo, tu parles moins, c'est moins dynamique qu'une conversation avec tes copines, tu vois, surtout professionnellement. Comme il fait beaucoup de présentations en plus en anglais, donc une langue qu'elle n'a pas entendue beaucoup pendant les 9 mois de grossesse dans mon ventre, mais en fait, ça la berçait. Pourtant, il parle fort. Hein. Écoute, imbattable. Et puis après... Et elle dormait longtemps. Elle dormait 2h30, 3h d'affilée. Ouais. Sans problème. Des mini-nuits, quoi. Ah, de ouf. Et en portage. Et puis un jour, elle a commencé à pleurer quand on la mettait en portage. Donc un peu saoulée, tu vois, par le portage. Là, on s'est dit, aïe. Ok. Bon, problème, solution. C'est ça, problème, solution. Ok, on change de porte-bébé. Boum, je la mettais moi en portage et je partais. Donc je partais faire des courses. En fait, marcher. Je faisais ma vie. D'accord. Et donc, en effet, je la mettais en kangourou. Donc moi, j'ai un porte-bébé physiologique, pas une écharpe. Ouais. Un truc bébé, un peu en tissu rebozo. Ouais. Je la mettais là-dedans et je faisais ma vie. C'est-à-dire que je la mettais éveillée. Je peux allaiter dans ce porte-bébé, donc je l'allaitais si elle avait faim. Et ensuite, je faisais ma vie. Je ne la calculais pas. Elle finissait par s'endormir. Quel âge elle avait dans cette transition écharpe Enzo et porte-bébé avec toi ? Je dirais 3 mois. Ok. 3 mois, 3 mois et demi. Après le premier médium. Ça, je t'avoue, je saurais pas dire. Bon, à peu près cette même période. Ouais, parce que ça a pas été gênant. Genre, en gros, je la prenais avec moi et puis j'allais boire des cafés avec mes copines, faire du shopping, faire mes courses. Elle finissait par s'endormir, bercée en fait par ma vie, par ce que je faisais. Toi, t'étais bien. Moi, ça me permettait de sortir de la maison. Elle était contre toi. Illimitée. Ouais. Je pense que ça s'est mis en place aussi quand j'étais capable de l'allaiter sans devoir tirer mon lait. Ok. Voilà, donc dans ces eaux-là. Et puis un jour, je l'ai posée, elle s'est endormie. Ah oui, un jour, elle s'est endormie sur le tapis de sol, à côté d'Enzo, en jouant. Et j'ai dit à Enzo, viens, on essaye de la faire dormir dans son lit. Même si c'est 15 minutes, c'est pas grave. Et après, on la remet en portage. Parce qu'elle tapait ses meilleures siestes en portage, mais on s'est dit, tiens, on va tenter le coup. Et puis en fait, petit à petit, les siestes de 15 minutes se sont allongées de 20 minutes, mais sans pression. Parce que ça me gênait pas de la trimballer avec mon portage. D'ailleurs, je trouvais ça génial, ça me permettait de continuer à vivre ma vie. Et j'avais même dit à mes copines, le jour où il faudra qu'elle dorme dans un lit, ça va être l'enfer, quoi. C'est-à-dire que je suis bloquée à la maison le temps de la sieste. Ok. Voilà. Et en fait, très naturellement, un jour je l'ai posée, elle a fait 20 minutes, puis 30, puis tu vois, voilà. Puis aujourd'hui, 1h15, des fois 2h. Voilà. Ça s'est fait en douceur. Ça s'est tellement fait en douceur qu'en fait, je saurais pas te dire, tu vois, les timings, il n'y a pas eu de cassure. Et puis par contre, moi, ça m'a permis de mettre une chose en place, c'est-à-dire que je ne fais plus rien dans la maison quand Maë dort. Je lis, je regarde une série. Tu prends du temps pour toi. Je me douche, je me lave les cheveux, je fais du temps pour moi. Et quand elle est réveillée, maintenant elle tient un peu assise, je la mets dans sa petite chaise, on cuisine ensemble, on vide le lave-vaisselle ensemble. En fait, je fais tous les trucs de maison avec elle. Ok. Elle trouve que c'est un spectacle fabuleux. Tu m'étonnes. Et moi, en fait, ça me permet Ça te libère de la charge de te dire, il faut que je fasse ça pendant qu'elle dort. Ouais. Du coup, je suis pas en rush. Voilà. Et même si j'arrive pas à dormir, j'essaye d'éviter les écrans, mais ça me repose en fait quand même beaucoup. Ouais. Je m'allonge à côté d'elle. Alors c'est un piège, parce que si tu t'allonges à côté d'elle, la sieste dure encore plus longtemps. Donc des fois, ça tape des 2 heures de sieste comme ça. Mais ouais, voilà, ça s'est fait sans... Vraiment, ça s'est fait sans y réfléchir. Et elle dort toujours en porte-bébé. C'est-à-dire que là, tu vois, on était en voyage. On a dû rendre la chambre d'hôtel à 11h du mat. Donc la sieste de midi à 13h. Enzo l'a mise en porte-bébé et elle a dormi 1 heure sans problème. Okay. Elle ne dort pas en poussette, elle ne s'endort pas en poussette. Okay. Ça viendra. En voiture ? En voiture, ouais, carrément. Ok. En voiture, en train. Là, on a pris la Micheline en Corse, ça bouge de tous les côtés. Elle a dormi pendant 2h15. Genre, elle a tapé sa meilleure nuit en avion. Elle dort comme son père. Peut-être tu les poses quelque part, ils dorment. Voilà. Tu vas faire rager beaucoup de mamans en disant ça. Ouais, mais tu vois, en fait, je mets tout de suite en vision comme son père. Parce que Enzo fait exactement ça. Enzo, tu le poses, il dort. Ouais.
imagine, j'étais insomniaque. Et ben en fait, je leur ai dit, en fait, comme moi, elle met du temps à t'endormir parce que moi, je mets du temps à m'endormir. Elle se réveille la nuit. Parce que je me réveille la nuit. Exactement. En fait, voilà. Donc, je dis toujours aux gens qui me demandent, je dis, comme son père, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un terrain? Moi, je pense aussi que le fait de faire du portage. Ouais. Je pense que ça a beaucoup joué. Ça lui a apporté pendant un long moment ce dont elle avait besoin et ça l'a sécurisé. Et ça lui a permis de... Ouais, je pense que ça remplit ta jauge d'amour. Je pense qu'on a tous une jauge d'amour et qu'on la remplit pas assez. C'est pour ça que les gens sont aigris. Ouais. Mais si vous écoutez de podcast et vous avez quelqu'un que vous aimez à côté de vous, faites-lui un câlin. Genre, remplissez votre jauge d'amour. Allez-y. Et la sienne, au passage. C'est ça, allez-y, c'est le moment. Mais en fait, je pense que quand tu remplis la jauge d'amour de ton bébé, et c'est scientifiquement prouvé, les bébés qui sont... je sais plus combien de temps, mais il faut regarder les chiffres, en portage, réduisent leurs pleurs de 50%. Maë, c'est un bébé qui ne pleure pas. Comme son père, elle est désagréable quand elle a faim. Mais sinon, elle ne pleure jamais. Ouais. Jamais. Mais par contre, on ne l'a jamais laissé pleurer. Ouais. Après, bien sûr, comme tous les bébés, elle a fait des pleurs de décharge. Oui. Ça... Vous l'avez jamais laissée toute seule pleurer? Jamais. Jamais. Et quand elle commence à pleurer, on la prend dans les bras. On n'attend pas que ça prenne des proportions, machin. Après, bon, les pleurs de décharge, on est tous ensemble. Hein. C'est l'enfer. Ça pleure, vous ne pouvez rien y faire. On pleure tous ensemble. Voilà, hein, pas d'inquiétude. On la laisse décharger dans le sens, il faut que ça décharge. C'est ça. Et il faut que la laisser évacuer, mais on la laisse pas décharger toute seule, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. Mais sinon, à part ça, elle pleure pas, mais je suis persuadée que le portage, le fait d'être en proximité... D'ailleurs, c'est pas occidental, mais le reste du monde fait ça. Oui, bien sûr. Le reste du monde éduque les enfants par le proximal. Toutes les populations africaines mettent leurs bébés contre eux. Pareil pour les populations asiatiques. Enfin, notre mode sur papier de faire n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de façon de faire. Voilà. Mais c'est très culturel. Oui. Et générationnel. Ouais. Et générationnel parce qu'en soi, on parle de l'Occident, mais en France, avant l'invention de la poussette et du berceau, et en fait, c'était aussi partage, et c'était aussi partage de lit, et avant vraiment l'industrialisation et le fait aussi de pousser l'enfant à l'autonomie maximum, ça se faisait différemment. Bien sûr, les gens dormaient ensemble. Moi, je suis toujours... ça me fait toujours rire quand j'ai des gens qui me disent... Parce que Maë dort avec moi, du coup, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir l'allaiter. Enzo dort à côté. Enfin, on dort tous ensemble. Et pour nous, c'est plus simple. Chacun pense ce qu'il veut. Et quand les gens me disent, mais elle dormira jamais dans son lit. Et donc, moi, je dis toujours aux gens, ouais, non, c'est vrai, hein, c'est un vrai problème. Hein. D'ailleurs, ils ont fait une récemment, ces ados qui dorment encore dans le lit de leurs parents. C'est ridicule. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, les gens dormaient ensemble, déjà parce qu'ils avaient de tout petits foyers. Oui. On n'a pas forcément les moyens d'avoir une chambre chacun, un lit. Ouais. Exactement. Et puis si je te tends le miroir, Mégane, tu dors mieux quand ton mec dort avec toi? Non. Ah merde. Bon. Raté pour l'exemple. Mince, mon explication tombe, mais moi je dors beaucoup mieux quand Enzo dort avec moi. Et petite, je dormais beaucoup mieux quand je dormais avec ma maman. Mais parce qu'en fait, on est des êtres sociaux. Et en même temps, on a le droit d'être aussi gêné par l'environnement. Tout à fait. Mais si tu en ressens le besoin, si tu sens que ton bébé, il dort bien avec toi et que toi, t'es OK et que pour dormir avec tes bébés, enfin avec ton bébé, en fait, il y a personne... En fait, personne qui fait les nuits à ta place n'a le droit de te dire quoi faire avec ton gosse. Ouais, ça, je suis d'accord. Voilà. Personne qui n'allaite ton enfant à ta place, ou qui endort ton enfant, ou qui dort avec ton enfant, ou qui se réveille la nuit à ta place, n'a le droit de te donner de conseils non sollicités. Point. Voilà, on terminera là-dessus. Non, je rigole. mais en fait, en soi, c'est une bonne conclusion, ouais. Voilà, tu peux t'inspirer. Moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'allaitement, parce que ça me passionne. T'as Boop Boop le podcast, en l'occurrence, qui parle d'allaitement, qui est trop cool. T'as plein de podcasts sur la maternité que j'ai beaucoup écouté, même pas enceinte et même pas maman. Et tout ce savoir, en fait, il te permet d'être capable, d'être puissante, en fait. Tout ce savoir, il te permet de faire des choix éclairés. Le savoir, c'est le pouvoir. Ouais. C'est Bliss, hein. Ouais. mais exactement ça, le savoir, c'est le pouvoir. Mais en fait, ça te permet d'être puissante. Tu fais tes choix en conscience. Et surtout, tu prends les conseils qui t'intéressent. Ce qui est difficile, c'est ça, je pense. C'est de garder l'esprit critique. Parce que là, par exemple, tu parles de ton expérience à toi comme une expérience qui fonctionne.
Et c'est vrai que physiologiquement et naturellement, il y a des choses qui fonctionnent et qui ont très bien fonctionné pendant des milliers, des millions d'années. Parce que clairement, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a trouvé des façons de dormir ensemble et d'évoluer qui fonctionnaient bien, dont dormir ensemble, dont allaiter aussi. Et pour autant, si c'est pas quelque chose qui fonctionne pour toi, c'est aussi important et difficile d'arriver à garder ce recul-là de te dire, ok, c'est pas parce que ça fonctionne pour quelqu'un que c'est forcément la bonne façon de faire pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a cette difficulté de dire, ok, ça fonctionne pour moi et j'ai des critiques extérieures et c'est difficile de m'en défaire. C'est une chose et c'est très difficile pour beaucoup de parents. Bien sûr. Mais il y a aussi quand c'est difficile pour toi et que tu vas aller piocher des expériences positives chez d'autres gens et te dire, je devrais faire comme ça parce que ça fonctionne. Et en fait, pas forcément. Mais plus t'as d'exemples, plus t'as de modèles, plus t'as de cartes dans ton jeu, et plus tu as des ressources en te disant, ok, cette carte-là, ça marche pas, next. Ouais. Celle-là, ça marche pas grave, j'ai une autre solution. En fait, plus t'as de plans. Multiplier du coup les exemples et les... C'est ça, en fait, plus tu as du savoir, plus t'as des astuces, plus tu cherches, et moins je trouve ça t'évite, face à une situation, de prendre la première chose qu'on te donne. Ouais. Tu vois, si tu cours un marathon et qu'à l'arrivée de ton marathon, on te file 2 coca et une cigarette et que tu sais pas que c'est pas bon, en fait, tu vas le prendre. T'es mort de soif. Et si le mec te dit « moi je sais » et qu'il te file une clope, tu vas la fumer en fait. En fait, si tu t'es renseigné et que t'as vu que tu pouvais manger de la banane ou que tu pouvais manger une barre protéinée, mais en fait, t'as juste parce que t'as testé avant et puis ça marche pour toi, tant mieux, ça marche pas pour toi, tant pis, tu sais que t'as d'autres solutions. Et c'est en ça que je dis qu'en fait, plus tu sais de choses et plus ça te permet de voir venir, c'est parce que ça te permet de... Tu sais que t'es pas démuni. En fait, ça. Je crois boîte à outils. C'est ça, le pire truc, c'est de se sentir démuni. C'est pour ça que l'accompagnement, que ça soit par une conseillère en lactation ou par quelqu'un comme toi, par exemple, ou par une sage-femme, c'est qu'en fait, quand on te donne un mauvais conseil, t'inquiète, tu les repères à 2000 en général. Et que t'en as pas d'autres en plus. Et que t'en as pas d'autres. Non, mais surtout, quand c'est le premier que t'entends, en fait, tu sais pas le repérer. Tu le prends pour argent comptant. Et en fait, quand t'as lu plein de choses, ça veut pas dire que ce conseil-là, tu l'écouteras pas ou que tu le dédaigneras. Ça veut juste dire que tu sauras si il est bon pour toi ou pas bon pour toi. Et rien que ça, en fait, tu gagnes du temps. Et puis après, tu t'entoures de gens de confiance. On disait tout à l'heure en buvant le café, mais il faut un village pour élever un bébé. Bien sûr. On est seul aujourd'hui. Ouais. Et il faut aussi dealer avec ça, le fait d'être seul. Mais tu peux te construire, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, on peut un peu se construire un village virtuel. Il est ce qu'il est, il est pas présent, mais... C'est toujours mieux. Ouais, c'est mieux que de rester seul et de s'enterrer. Enfin, vraiment. Ouais. C'est délétère pour toi, c'est délétère pour ton bébé et aucune maman veut ça. Ouais. Se sentir démunie. Et toute seule. Ouais, il faut pas, enfin, si vous êtes pas maman et que vous écoutez ce podcast, mais enfin, j'ai du mal à dire ce mot podcast, c'est hyper dur. Mais si vous êtes pas maman et que vous écoutez ça, mais soyez là pour vos amis mamans. Ouais. Pas en gardant leur bébé, mais en vidant leur lave-vaisselle, en leur faisant à manger. En leur faisant à manger. Ouais, en allant faire des courses. Ouais, faites des trucs qui nécessitent... En écoutant vraiment. Ouais. Quand j'étais journaliste et que je faisais une interview, mais c'est marrant, ça rebondit sur ça, mais que je faisais une interview, quand j'étais jeune, je parlais beaucoup. Et il y a un moment où je me disais, en étant plus âgée, maintenant tu te tais. Je le disais beaucoup plus violemment dans ma tête, mais je vais épargner. On l'imagine, c'est bon. Voilà. Et en fait, dites-vous ça, quand il y a une maman qui se confie à vous, à chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, fermez la bouche. Fermez la bouche. Juste dites, je comprends, ça doit être dur. Et n'hésitez pas à dire, ok, à la fin, est-ce que je peux t'aider ? Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ne proposez pas de piste. N'attendez pas qu'elle vous demande de vider son lave-vaisselle, elle le fera pas. Faites-le, mais ensuite demandez, est-ce que vous pouvez aider d'une autre façon ? Elle vous dira sûrement non, donc revidez le lave-vaisselle à l'occasion. Mais ouais. Et apportez toujours à manger. Ouais. Ma belle-mère, au début, je voulais que personne vienne à la maison quand on est rentré de la maternité. Parce que c'était en plein dans les épidémies et tout. Puis j'étais un peu flippée avec les épidémies de bébés. Moi, je la fais courte. Mais en gros, ma mère m'a dit je t'amène à manger. J'ai dit ok, vas-y, viens. Et du coup, elle m'a amené plein de trucs à manger. Au début, je savais même pas si je voulais la laisser rentrer.
Un peu comme, vous voyez, pendant le Covid, quand on était hyper stressés. Et puis finalement, en fait, ce jour-là, je me suis sentie hyper OK. Et elle est rentrée, elle a bu un café, elle avait son masque. Et en fait, elle a bu un café et elle est restée et elle a même vu Maë. Et en fait, c'était trop chouette, mais ça m'a permis d'avoir le choix. C'est-à-dire que j'ai été très stricte au début. Tu rentres pas, tu me donnes juste à manger. Je sais que c'est violent pour toi, mais on aura plein d'autres moments. J'avais été très douce avec elle aussi, mais je lui avais vraiment expliqué que c'était pas OK qu'elle rentre. Et le jour J, je me suis sentie, et du coup, c'était un vrai cadeau pour elle, mais peu importe, si elle avait pas pu rentrer, ça aurait été OK. Et ma belle-mère, genre, ça faisait 10 jours que Maë était née. Et au bout de 10 jours, elle me dit, je viens. J'ai dit, bah non, Jojo, j'ai amené à manger. OK, tu viens. Voilà, je suis faible. La carte. Ah bah oui, en même temps, l'importance de 10 jours. 10 jours, c'est pas mal quand même. Ouais. Mais en même temps, 10 jours, si c'est pas OK pour toi, c'est OK que ce soit Exactement. pas OK pour toi. Ouais. Moi, j'avais très envie de fromage, elle avait du fromage. Basta. Le débat s'est arrêté là avec moi-même. Trouver la faille alimentaire dans la... si vous voulez voir les enfants, les petits bébés qui viennent de naître. Si tu prends du recul aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus aidé? Enzo. OK. J'ai pas besoin de prendre de recul. Franchement, avoir quelqu'un, un, sur qui tu peux compter. Il y a un mec qui se réveille. Un, sur qui tu peux compter. Deux, quelqu'un qui prenne vraiment le relais. Pas qui attende que tu lui tiennes la main pour lui montrer comment faire. Non, quelqu'un de capable qui prend le relais. C'est-à-dire il y a des groupes de papas gratuits. On est à Nice, mais sachez que dans les hôpitaux, la plupart en France, s'il y a un sage-femme homme, souvent, ils mettent en place, et au pire, c'est payant. Je sais, c'est pas forcément hors de prix, il faut se renseigner, mais les cours pour papa, bah en fait, c'est comme les cours pour maman. Genre, on n'a rien inventé, on n'est pas plus intelligente. Alors oui, on est plus forte et plus intelligente, pardon, mais dans l'idée, c'est que c'est le même principe. C'est le même principe, c'est-à-dire et on apprend en faisant, en plus. Exactement. Ouais. Et puis, ils vous apprennent, en fait, vous avez le droit de pas savoir faire. Moi, ce qui me gêne en tant que papa, et pardon, là, je m'adresse au papa, mais ils ont le droit de pas savoir faire. En fait, apprends. Vous n'avez pas le droit de pas essayer. C'est ça, vous n'avez pas le droit de pas vous former, enfin, d'attendre que ça vous... Voilà. Et donc, en fait, c'est ça, prendre le relais, mais vraiment prendre le relais. Quand Enzo, il prend Maë le matin, je me rendors comme un sac. Parce que tu sais qu'il gère. Mais je sais qu'il gère, mais genre, il gère mieux que moi, presque. Enfin, genre, elle arrive le matin, moi, j'arrive le matin, je me lève, elle est en train de lire Le Monde diplomatique, tu vois, elle a 7 mois et demi, ma fille. Voilà. Elle va être calée. Ouais, il gère plus, quoi. Mais en fait, ne vous réveillez pas, etc. Quelqu'un qui prend le relais, et laissez-lui prendre le relais aussi. Il fera différemment de vous. Toi, ça a été difficile de lâcher prise et de déléguer, de lui laisser cette place-là? À Enzo? Oui. Ah, pas du tout. Ah, vraiment, je te dis, moi, Enzo, j'étais son assistante. Ouais. Quand moi, j'ai accouché en siège, par voie basse, c'était incroyable, mais moi, c'était ça mon objectif. Moi, c'était accoucher en siège de façon la plus physiologique possible. En siège, c'est pas un objectif, mais du coup... oui, c'était voilà, réussir à mettre mon bébé au monde de la façon la plus physiologique possible pour elle. Vous entendez sa petite voix moi, du moment où j'ai réussi ça, on m'a posé mon bébé sur le ventre. Moi, il s'est rien passé. Moi, j'étais encore dans le truc. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que je pousse? Non, j'ai plus besoin de pousser. Encore dans la frénésie de l'accouchement. Exactement. Je dis juste à ma maman d'aller récupérer. Oui. Maman, Maëlle est levée. Tu y vas? Merci. Et en fait, moi, quand j'ai accouché, quand on m'a posé bébé, comme je disais, il s'est rien passé. J'étais encore sur mon accouchement et il m'a fallu plusieurs jours pour redescendre de ce challenge que je m'étais fixé. Et du coup, en fait, Enzo, il était... en fait, tout de suite... Il a pris le lead. Ok. Il a pris le lead et il est allé... il a regardé comment elle faisait l'infirmière puéricultrice pour changer Maë. Il l'avait déjà vu au cours de papa. Donc, en fait, il savait faire. Il l'a juste revu faire. C'est lui qui a fait le premier bain. Parce que moi, je me suis mise à pleurer. Souvent, de toute façon. Mais en fait, il a trop géré. À la mater, en tout cas. Ouais, et en fait, c'était génial. Et puis, pour l'allaitement, il était hyper calé parce qu'il avait lu des bouquins. En fait, il a fait ce qu'on fait nous. Il s'est juste bougé le cul, quoi. Bah ouais. Et en fait, c'est génial parce qu'on est deux dans l'aventure. Ouais. Et en fait... C'est deux vrais coparents, quoi. Ouais. Et il fait différemment de moi. Mais par contre, il sait que, n'ayant pas de vulve, par exemple,
Genre, lui, le fait de nettoyer Maë de la vulve vers les fesses et non pas l'inverse, bah, c'était pas évident. Et en fait, il savait que c'était pas évident parce que c'est un homme. Il a pas commencé à me dire non, mais je sais. Il m'a dit, bah, ok, vas-y, montre-moi. Ah, ok, c'est comme ça qu'on fait. Bah, en fait, je lui ai montré une fois, il savait faire. Il a vraiment écouté, il a vraiment regardé. Et après, je nie pas le monde diplomatique le matin au petit déjeuner. Donc, il a sa façon de faire et puis moi, j'ai la mienne. Et c'est ok. Ma mère aura la sienne, elle prend pas Maë de façon physiologique, elle la changera sûrement pas comme moi, mais elle a le mérite d'être là. Et je pense que ça aussi, ça c'est un truc sur lequel j'ai eu beaucoup de mal. Le fait d'accepter que l'autre ne fera pas comme moi et que c'est ok. J'avoue, là, ça me démange d'aller voir ma fille et de voir comment ma mère l'a prise dans ses bras. Voilà. Donc c'est encore en process. Mais tu le fais pas. Non, je le fais pas. Et par contre, pour Enzo, ça n'a jamais été sujet. Voilà. Jamais. Mais tu l'as pas fait avec Enzo non plus. Alors, je vais être parfaitement honnête avec toi. Enzo le sait, ce que je vais te dire. Ça va être un passage un peu trigger qui va parler de violence sexuelle. Donc, si jamais il y a des gens qui sont pas OK d'écouter, ils peuvent arrêter peut-être d'écouter maintenant. J'ai été victime de violence sexuelle et les hormones jouant beaucoup. J'avais très peur quand Enzo changeait Maë au début. Alors, rien à voir avec Enzo, hein, c'est une angoisse qui m'appartient. J'en avais parlé à mon psy, j'ai été suivie, donc, mais c'était extrêmement angoissant au début quand Enzo changeait Maë. J'étais pétrie d'angoisse. J'étais assaillie d'images extrêmement violentes. Ça a été très dur. Le fait d'en parler avec Enzo, qui m'a tout de suite dit, mais si tu veux rester à côté de moi pendant que la change, c'est hyper ok. En fait, le fait de lui avoir dit, ça permet aussi de désacraliser la chose, d'avoir un soutien aussi. Et lui, de pas se sentir épié quand il la change si jamais j'étais à côté. En fait, c'est hyper ok. C'est pourquoi je suis là. Il m'a tout proposé. Voilà. Alors, je n'étais pas là, je me faisais violence, mais c'était vraiment violent pour moi. Ça m'arrive encore par moments, ça va de mieux en mieux. Plus elle grandit, plus elle peut crier. En fait, plus elle devient capable d'émettre un son s'il se passait quelque chose. Mais je suis toujours à l'affût. Il y a que Enzo et moi qui changeons Maë. Mais je suis toujours à l'affût, ouais. Et ça durera sûrement pendant longtemps. Voilà. Avec une intensité... Ça reflue. Ça reflue. Ouais, ça reflue. Après, il y a si j'ai été stressée dans la journée ou quoi... Mais c'est de moins en moins souvent et de moins en moins violent. Et puis ça va s'apaiser au fur et à mesure, je pense. Voilà. Merci d'avoir partagé ça. Je t'en prie. On arrive à la fin, du coup. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Tu disais tout à l'heure que tu étais beaucoup renseignée, que tu avais écouté beaucoup de podcasts et que lu beaucoup. Et sur le sommeil en particulier, est-ce que tu aurais aimé savoir quelque chose avec le recul, maintenant qu'elle a 7 mois et demi? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une information que tu aurais aimé savoir à un moment de sa toute petite vie pour l'instant, qui t'aurait aidé? En fait, je m'étais entourée des bonnes personnes. Je sais que si demain ça va pas, je peux t'appeler en fait. Ouais. Enfin, je sais que t'es calé en sommeil. En fait, j'ai mes cartes. Voilà. En fait, j'ai mes cartes. Personnes ressources. Ouais. Donc en fait, comme j'ai pas encore épuisé mon jeu, pour l'instant, je suis bien. J'avais assez de. On n'a jamais assez de savoir, hein. Mais bien en sûr. Tout cas, j'en avais assez pour ce que je suis en train de vivre. Donc pour l'instant, c'est ok. En fait, à chaque fois que j'ai eu une étape où c'était dur, j'avais l'explication, soit neurologique, soit physiologique. Donc en fait, c'était casse-pied, hein, c'est casse-pied de pas dormir, bien sûr. Mais c'est pas... En fait, c'est là la différence entre la souffrance et la douleur. Ça fait mal, mais c'est pas une souffrance. Et pour l'accouchement, on parle vraiment de cette dualité aussi, mais je pense que pour la maternité, la matrescence, il y a ça aussi. C'est dur. C'est dur, des fois tu te sens seule, les gens sont horribles, le monde est horrible avec les femmes, enfin bref, et les enfants, ok, tu le sais. Mais tu peux avoir assez de ressources autour de toi, qu'elles soient numériques ou humaines, qui te permettent que ça ne devienne pas une souffrance trop dure à porter. C'est quoi pour toi la différence
Entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est tu te cognes le petit doigt, ça fait mal. Sur la table basse, ça fait mal. La souffrance, c'est tu te cognes le petit doigt et puis là, tu te mets à dire « Ah, putain, c'est la 3e fois la semaine, fais chier !» En fait, c'est tout ce que tu crées autour de cette douleur. Ok. Et si tu as des choses pour rendre cette douleur très rationnelle, action-réaction, je me suis cogné le pied, j'ai mal, en fait, ça ne prend pas des proportions qui te font encore plus mal. La souffrance, pour moi, c'est ce que tu t'infliges toi-même et ça, t'es pas obligé. Ouais. Et plus tu sais de choses et moins cette souffrance, je dis pas qu'elle n'existe pas, je dis juste qu'elle est moindre et que surtout elle est gérable. Ouais. Ouais. Est-ce que la douleur, elle est plus... c'est plus une information et la souffrance, c'est plus toute l'émotion qu'il va y avoir ouais, c'est autour. tout ce que tu crées. Ouais. Exactement, tout ce que tu crées. Là, je dors pas. Je sais que donc je suis... C'est un fait. C'est un fait. Je suis chargée de cortisol, c'est pour ça que je dors pas la journée. Tout ça, c'est des faits. C'est très scientifique. C'est difficile. C'est difficile. C'est un fait. Ok. Je suis pas en mode ouais, puis mon mec il dort, puis il y a d'autres bébés qui dorment. Ça, c'est la souffrance que je pourrais me créer. Bah, toute cette énergie que je refuse, c'est-à-dire c'est un choix conscient que je refuse de mettre en place, en fait, elle me sert à dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place comme solution? Ok. Rester rationnel et... Voilà. Est-ce que j'ai X centaines d'euros à dépenser pour faire venir une aide à domicile qui passerait la nuit à s'occuper de mon bébé? C'est possible. Pour toutes les femmes de plus de 2 enfants, c'est gratuit. Hein. Enfin, de jumeaux et plus, en plus, c'est gratuit. Mais c'est possible même quand on n'a qu'un bébé. Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est de faire venir ma maman dont j'ai besoin? Est-ce que c'est que mon conjoint prenne une tétée? Est-ce que c'est de donner du lait maternisé? Voilà. En fait, ça permet de faire des choix qui sont éclairés par quelque chose de très neutre. Voilà. Il n'y a pas de ouais, c'est horrible. En fait, je perds pas d'énergie à faire des trucs qui sont pas constructifs. Voilà. C'est ça. Le fait de s'éviter la souffrance. Et c'est pas toujours simple non plus. Ah non, mais c'est hyper difficile. Hyper Ce que tu disais, c'est un choix conscient de dire je veux pas rentrer là-dedans et parfois on se laisse envahir et emporter par cette mais bien sûr. Ce tourbillon-là, ces grosses émotions-là qui prennent toute la place et dont on n'arrive pas à se défaire. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut demander de l'aide. Mais bien sûr. Pour que psychologiquement, tu arrives à dissocier tes émotions des faits, de la réalité et mais je pense pouvoir retrouver de la clarté d'esprit pour prendre des décisions qui sont en accord avec toi-même. Parce que sinon, tu as vite fait effectivement de dire oui à la première baguette magique venue. Et souvent, elles coûtent très cher, ces baguettes magiques en plus. Et elles sont des fois pas en accord avec ce que toi, tu as envie de faire avec ton bébé. Souvent. Ouais, malheureusement, il y a des gens qui attendent vraiment, et c'est triste, qui attendent vraiment que tu sois aux aguets, enfin au bout pour te sauter dessus. Je pense que le fait d'avoir fait un gros travail de psychothérapie aussi m'a beaucoup aidée. Ouais. Je suis capable de faire un pas de côté. Ouais. Et ça a été vraiment... C'est ce que je disais quand j'ai accouché, j'ai dit à mon psy, je lui disais merci parce que j'aurais pas eu l'accouchement que j'ai eu sans tout ce travail que j'ai fait, qui m'a aidé à faire, il m'a accompagnée, mais ce travail que moi j'ai fait. Et ouais, faire le pas de côté. Ça, on peut tous à un moment quand on voit que vraiment on commence à ronger un os et puis il n'y a plus de viande. Et tu continues à... Ok, faire un pas de côté. C'est très dur. C'est extrêmement dur. Quand on n'y arrive pas soi-même, on demande de l'aide. Clairement. Ouais. Et il y a des gens qui sont formés pour bien ça. Sûr. À l'hôpital, c'est gratuit. Si vous n'avez pas les moyens, ne restez pas seul. Enfin, vraiment, ça, je l'ai découvert à Nice, mais j'imagine qu'il y a d'autres hôpitaux aussi bien dotés ailleurs. Faut pas rester seul. Ouais. Une sage-femme, un psy, votre acupuncteur, votre voisine de palier, la femme à l'épicerie. Quelqu'un de confiance. Parce que parfois, la voisine de palier... Quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un de bienveillant. C'est un peu galvaudé ce mot, mais en tout cas, quelqu'un qui vous veut du bien. Ouais. Une dernière question. Allez. Qu'est-ce que tu dirais à un futur parent qui s'apprête à vivre? Alors, en particulier sur le sommeil, parce que c'est le sujet du podcast. Après, on peut faire une généralité aussi, mais... Le premier enfant du couple, c'est le couple. Le premier enfant du couple, c'est le couple. Prendre soin du couple avant. Ouais. Prendre soin de soi avant, peut-être. Avant. Pour moi, ça vient... Alors, peut-être parce qu'on a une relation comme ça, mais pour moi, c'est intrinsèque. Ok. Ouais, vraiment.
En fait, si vous prenez soin de votre couple, vous avez envie de prendre soin de votre conjoint qui a envie de prendre soin de vous. Enfin, Ok. voilà. Mais c'est comme ça que je vois le couple. Après, Ok. chacun est dans sa dynamique de couple. Mais c'est marrant, je vais citer, comment elle s'appelle ? J'ai Louise Chabat en tête, c'est ça ? C'est son prénom, ouais, c'est ça. Qui dit toujours ne vous séparez pas avant de dormir. C'est pas avant les 1 an de l'enfant, c'est pas vrai, genre avant de dormir. On sait pas combien de temps ça va durer, mais tant que vous faites pas des nuits complètes, ne vous séparez pas. Ouais. Voilà. On n'en est pas, nous, on n'est pas. J'ai de la chance, voilà, d'avoir un coparent qui prend soin de moi et du coup, on n'est pas du tout là-dedans. Mais je répète souvent que notre premier enfant, c'est nous. Et donc, on prend soin de nous. Chacun le voit comme il l'entend. C'est-à-dire, il y en a, ce sera mettre des bas friolants et faire des soirées plumes paillettes, pas de problème. Nous, c'est le matin, quand je me lève, mon petit déjeuner est prêt. Il m'a fait un thé chaud. Dès que Maëlle pleure la nuit après la tétée, c'est lui qui se lève, qui la berce. C'est quand j'ai envie d'aller au resto, il prend une rhum, il me la repasse. En fait, c'est des choses très simples que n'importe qui peut mettre en place à son niveau, à son échelle. Mais c'est ça, c'est prendre soin de l'autre. Voilà. Et d'une façon très proactive en plus du coup. Alors proactive, ça met un côté très business et productivité derrière, mais c'est ce côté y penser avant. Ouais. Quand je passe 2 heures à bouquiner à côté de Maë qui fait la sieste, je trouve ça tout à fait normal. C'est aussi ça. Ouais. C'est de trouver normal que l'autre qui fait un boulot 24/24 prenne 2 heures pour se reposer. Ouais. C'est dire, je prends Maë, je vais me promener, fais rien. Fais ce que tu veux, mais fais rien si c'est ok pour toi de rien faire. Ouais. C'est considérer que la gestion d'un enfant, de nuit ou de jour finalement, ça rejoint le sommeil, c'est un travail à part entière. Il faut le valoriser en tant que tel. Et grand sujet. Ouais, mais du coup, quand tu le valorises en tant que tel, en fait, tu es dans l'admiration de l'autre. Je pense que l'admiration aussi, c'est un bon conseil. Admirer ce que fait la maman, le papa. Et je vais citer une autre nana, c'est marrant, qui est pas du tout connue, là, c'est une copine d'un copain, bref, j'aurais jamais pensé la citer un jour. Dans sa famille, à Emma, ses parents, ils ont toujours dit « celui qui fait a raison ». Alors, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est intéressant, c'est une bonne base. Celui qui fait a raison. Les tomates manquaient peut-être de poivre, mais il a fait, donc il a raison. Ok. Voilà. Ça évite pas mal d'embrouilles. Voilà, mic drop. Celui qui fait a raison. Ça permet de lâcher prise aussi. Vous auriez pas fait comme ça, mais fallait le faire. Et vu qu'on peut pas tout faire, celui qui fait a raison. Tant que votre enfant n'est pas en danger et que c'est ok bien pour sûr. Vous, hein, bien sûr. Mais voilà. C'est bien comme petite phrase à garder en tête pour encourager le papa à faire. Ça veut pas dire qu'il faut se cacher derrière le fait de mal faire. Hein. Bien Attention, sûr. Hein. Bien sûr. Ça pousse à faire mieux aussi. Ouais. Hein. Mais ça permet aussi de souffler un grand coup. Voilà. C'est dur. La maternité, la parentalité, c'est un raz-de-marée. Vous êtes lancé dans un wagon, vous savez pas où vous allez, vous savez pas comment vous y allez. Point, barre. Ça continue d'avancer que vous vouliez ou non. Et ça change de langage toutes les 3 secondes. Voilà. Genre, vous avez qu'un truc à faire, c'est tenir bien fort la main de votre compagnon ou de votre compagne et profiter du voyage quand même. Ouais, et puis des gens que vous aimez. Et puis profiter du voyage. Tout passe. Ouais. Mon gynéco m'avait dit ça le lendemain de mon accouchement. Tout passe. Au sens propre comme au figuré. Ouais, mais ça veut dire que tout passe. Les bons comme les mauvais moments. Ouais. Mais aussi les bons. Profitez des bons. Ouais. Quand votre bébé, il vous sourit, genre, kiffez. Quand elle se réveille contre vous, kiffez. Hein. Quand elle vous sourit à 4 du mat, mais qu'il faudrait qu'elle dorme, kiffez. Parce qu'un jour, elle dormira. Et je vous assure qu'en crise d'ado, elle aura pas envie de vous sourire à 4 du mat. Donc, kiffez. C'est dur. Ouais, c'est dur. Mais ça reviendra pas. Chaque nuit de merde, elle reviendra pas. Ouais. Chaque sieste pourrie, elle reviendra pas. Chaque larme, chaque chose négative reviendra pas. Mais le positif non plus. Et ouais. Ça aussi, faut pas l'oublier. Genre, j'ai failli me encadrer. Le tout passe. Tout. Le bon comme le mauvais. Ouais. Mais surtout le bon. Le bon passe encore plus vite. Ouais. Faites des photos dans votre tête. Kiffez, embrasser la personne qui vous accompagne dans cette parentalité. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Bien sûr qu'ils font mal. Personne ne fait aussi bien que vous.
mais ils font. Voilà. Merci beaucoup, Avec plaisir. Claire, d'avoir accepté d'être ma première interviewée et pas des moindres. C'est Merci un honneur. pour tout ce que tu as partagé. J'espère que ton podcast aura le succès qu'il mérite. Oh là là, que Voilà. tu es gentil. Je te dis à très vite. À bientôt. Merci beaucoup. Bye. Vous venez d'écouter un épisode de Un dodo à la fois. Un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom Megan M. MEGA2NE.M. À très vite.